cette soirée. Magali Giannouzi, du pôle santé handicap du territoire, avec qui l'on mène, et son équipe d'ailleurs, avec qui l'on mène des collaborations régulières. Et Magali Rousseau, orthophoniste, que je vous laisserai présenter. Et maintenant, je laisse la parole à Henri. Bon, messieurs, dames, merci beaucoup d'être venus. Il y a quelques têtes que je connais, il y en a même beaucoup. Je ne citerai pas, mais il y a Sophie Pess, entre autres, qui est le binôme que j'ai eu pendant les années 2000 à 2005, où j'étais très actif au niveau de Martigues avec l'association pour les bégaiements, où on a fait de belles choses. Voilà, donc d'autres personnes que je connais, merci. Je voulais remercier Isabelle Pedro, qui vient de s'exprimer. Peut-être remonter un peu la main. Le micro bégay, excusez-moi. Donc Isabelle Pedro, c'est la première personne que j'ai rencontrée pour cette initiative, parce que le film Panache est sorti en avant-première dans toutes les grandes villes de France. Donc je suis allé le voir à Marseille, et dès que je l'ai vu à Marseille, je voulais qu'il soit présenté à Martigues, c'était pas possible autrement. Donc Isabelle, c'est la première personne que j'ai vue, et à qui j'ai fait la misère pour l'affiche, donc merci Isabelle. Je voulais Allô, oui. Je voulais remercier aussi Catherine Mallet, qui est la responsable du cinéma. C'était quand même sous son égide qu'on a pu faire ça. Je voulais vous présenter aussi Magali Giannesi, qui est la responsable du CIAS, du Centre intercommunal d'action sociale de Martigues, et qui m'a grandement aidé pour cette initiative. Donc Magali, si vous voulez dire un mot avec moi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà Magali Giannouzi, chef de secteur handicap du CIAS, et pas responsable du CIAS, je le précise. Voilà, effectivement, nous, c'est dans le cadre de la Journée internationale du handicap et de notre programme qui comprend aussi la Journée nationale des aidants et bien sûr aussi des SIMS, des semaines d'information en santé mentale, que s'inscrit notre partenariat. Et justement, le but de notre service, en tous les cas, c'est vraiment cette interconnaissance des partenaires du territoire et aussi faciliter l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, leurs aidants et aussi les professionnels. Voilà, donc nous nous inscrivons bien sûr avec joie et plaisir pour cette soirée. Merci Magali. Après, je voulais remercier Madame Albert, qui est une orthophoniste qui a permis que Magali Rousseau, qui va venir avec moi, soit présente ce soir. Donc voilà, Magali Rousseau va se présenter. Donc Magali Rousseau, alors moi je suis orthophoniste, Henri m'a convié à cette soirée. Je reçois essentiellement des personnes qui bégayent et qui bredouillent depuis vraiment de nombreuses années. On est content que... Je voulais aussi remercier Sarah Hervé, vous avez une plaquette derrière qui me semble capitale, parce que vous savez que c'est en classe où quand un enfant bégaye ou un ado bégaye que c'est le plus dur. Et cette plaquette me semble... Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas existé avant, quoi. Donc merci à Madame Hervé qui n'est pas présente. Et voilà, donc je souhaite un bon film. Et puis tout à l'heure, on répondra à toutes vos questions avec plaisir. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié ce film. Moi, Magali, c'est la deuxième fois que nous le voyons. Nous l'avons vu en avant-première à Marseille, le 22 octobre, parce que le 22 octobre, c'est la journée mondiale du bégaiement. Et dans chaque ville, chaque délégation fait une manifestation. Donc cette année, c'était autour du film Le Panache. Donc voilà, on est à votre écoute pour de nouvelles questions et on répondra au mieux. On peut combattre ça en essayant de chanter alors, parce que quand il chante, chanter et jouer quelqu'un d'autre, ça débloque. Oui, absolument, oui. Oui, absolument. Les exemples sont nombreux. Hein. Il y a Vincent Lindon, il y a Francis Perrin, notre nouveau Premier ministre aussi, qui est un exemple, il ne chante pas, mais bon, François Bayrou bégayé, Ed Sheeran, Joe Biden,
tu veux compléter avec d'autres personnes qui te viennent en tête. Voilà. Donc en gros, le fait de jouer, oui, débloque parce que vous êtes un autre personnage. Donc on peut... Après, je ne suis pas capable de décortiquer tout ce qui se passe psychologiquement, mais bon, voilà, oui. En fait, la personne, elle est moins dans une intention de communiquer quand elle chante ou quand elle joue une pièce de théâtre. Et donc, c'est pas vraiment les mêmes circuits neuronaux qui sont en jeu que quand on est dans l'intention de communiquer. C'est pour ça que le bégaiement peut être amoindri, mais et encore, ça dépend parce qu'on voit dans la pièce, dans le film, que Colin bégaye quand même pendant sa pièce. Puis après, il y a forcément des facteurs environnementaux qui vont faire que ça s'aggrave ou pas. Et donc, l'aspect psychologique, évidemment, qui rentre en jeu aussi, quelle que soit la situation. Oui, parce que c'est se mettre quand même en difficulté de monter sur scène, sans bégaiement déjà, alors ça rajoute... Oui, mais quand tu es sur scène, tu joues un personnage. Ton affectivité est dégagée. Tu vois, t'es dégagé, c'est plus toi, quoi. Donc, et bon, c'est clair que des gens qui sont dans ce cas-là, Vincent Lindon, pourraient mieux t'en parler, voilà, que moi, quoi. Mais bon. Faut dire que la personne qui vient d'intervenir, c'est mon prof de théâtre, qui ne voulait pas prendre la parole, mais qui la prend. Merci Alain d'être intervenu en off. Je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est intéressant au niveau du théâtre, c'est qu'il y a le rythme qui est impulsé. Et on sait aujourd'hui que tout ce qui va être rythmé va favoriser la parole, en fait, la parole plus fluide. Donc le chant aussi, évidemment, le théâtre. Et si, en fait, on propose à la personne qui a un bégaiement de rythmer. Alors évidemment, elle ne va pas le faire parce que ce n'est pas une parole spontanée. Mais si elle utilise ça, ça va fluidifier sa parole. C'est un exercice qu'on fait au théâtre de bégayer, en fait. Pardon ? C'est un exercice. C'est une question ? Non, c'est Est-ce que ça peut être un exercice de faire exprès de bégayer ? Je m'en sers. Ah, pour vous ? Je m'en sers okay. énormément du bégaiement parce que ça peut débloquer. Alors c'est rigolo Henri, mais ça débloque des gens qui sont un peu stressés de prendre la parole et je leur donne des directives bégaye, ris, pour lancer la parole et justement ça les décentre de la parole et ça leur donne, vu que c'est la consigne de rire ou de bégayer ou de pleurer eh ben ils sont pas sur leur prise de parole, ils sont sur la consigne. Et c'est des exercices dont je me sers souvent. Tu ne l'as pas fait faire, hein. Non, mais on a fait le rire, on a fait et ça aide énormément. Je comprends. Il y a quelque chose qu'on propose aussi en thérapie en orthophonie, c'est de faire du bégaiement volontaire. Donc c'est un peu comme ce que vous proposez. Et Colin, que j'ai vu en interview, enfin Henri l'a vu aussi, parce qu'il a été interviewé par l'association Parole Bégaiement, et donc on peut le voir sur le site si ça vous intéresse. Et en fait, il explique pendant l'interview qu'il a utilisé le bégaiement volontaire. Donc il fait exprès de bégayer en fait même pendant le film. Donc Colin, il a un bégaiement qui est quand même très important en vrai, hein, mais il fait aussi quand même du bégaiement volontaire pendant le film. Et après, en orthophonie, on peut faire du bégaiement volontaire parce que l'idée c'est d'aller en fait se désensibiliser à son bégaiement. Donc, plus on fait exprès de bégayer, plus en fait ça va être ok de parler en bégayant. Et aussi, ça donne un peu un sentiment de prise de contrôle de sa parole. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement gratifiant quand on bégaye, parce qu'on a l'impression tout le temps que la parole elle nous échappe, ou souvent en tout cas. Donc c'est un exercice qu'on fait aussi. Vu qu'apparemment c'est à l'école. On m'entend ? Oui. Vu qu'apparemment c'est à l'école que la barrière est la plus compliquée à passer. Est-ce que les équipes enseignantes, quand ils sont formés, ils sont sensibilisés à la prise en charge de ce genre d'élèves ? Moi, je vais te répondre que en primaire, tu peux avoir un regard un peu plus précis parce que les enseignants, dont 4 jours par semaine, c'est le même enseignant. En collège, c'est un petit peu différent. Les enseignants, tu as 2 heures là, 2 heures là, 2 heures là. Bon, moi, mes souvenirs que j'ai, c'est M. Gombert, où j'avais appris le CID. Et bon, je n'ai pas pu le réciter, bien sûr. Mon professeur de français n'était pas M. Daverso.
Je sais pas, j'ai du mal après à trouver les mots. Oui, les enseignants ont un rôle, mais c'est plus facile quand c'est en primaire ou quand c'est en maternelle, parce que l'enseignant est en contact beaucoup plus longtemps avec l'enfant. C'est pour ça que moi, mon cheval de bataille, bon, tu le sais Thomas, c'est vraiment l'enfant quand il est très jeune. Parce que le bégaiement se met en place très tôt, enfin peut se mettre en place très tôt, et c'est là qu'il faut intervenir. Ça peut être très facile à désengager, on va dire. Alors que là, on voit très bien Colin, comme il galère, quoi. Donc bon, pour éviter qu'il y ait des ados qui arrivent dans cette situation-là, il faut s'en préoccuper le plus tôt possible. Et ce qu'il y a de troublant dans ce trouble, le mot est un petit peu bizarre, c'est que sur 4 enfants qui commencent à bégayer, il y en a 3 qui vont s'arrêter normalement. C'est pour ça que souvent les généralistes disent c'est pas grave, ça va s'arrêter. Le problème c'est que le 4e c'était moi, et bien sûr je suis pas d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les enseignants, c'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure la plaquette en avant, donner la parole à votre enfant en classe, enfin, c'est quoi le titre? Excuse-moi, Voilà. Le titre de la plaquette. Le bégaiement en classe. Ouais, le bégaiement dans ma classe. Voilà, comment expliquer le bégaiement. Voilà, parce que l'enseignant, bien sûr, il a un rôle capital là-dedans, quoi. L'enfant, c'est principalement par rapport à lui qui se trouve confronté au problème, quoi. Enfin, moi, du moins, c'était vraiment mon... Maintenant, on aurait dit que j'avais une phobie, qu'on aurait pu dire que j'avais une phobie scolaire. À l'époque, ça ne se disait pas, mais bon, aller à l'école, c'était angoissant, quoi. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Il y a quelque chose qui a changé aussi récemment au niveau de l'institution scolaire, c'est la mise en place possible de PAP, donc de reconnaissance du handicap, bégaiement du coup. Donc les enfants qui bégayent peuvent faire une demande de PAP, bon, au collège, au primaire, c'est pas franchement intéressant, mais quand ils sont au collège, ils commencent à avoir des exposés oraux à faire. Et là, il peut y avoir cette reconnaissance-là, et du coup, il y a des aménagements qui sont faits, et du coup, pour les examens comme le brevet, le grand oral, là, ils peuvent aussi avoir un tiers-temps et une tolérance, en fait, surtout par rapport à leur bégaiement. Et le fait que les enseignants ou les examinateurs soient informés, c'est quand même vachement mieux pour eux. Mais il y a des élèves ou des enfants ou des ados qui ne demandent pas, en fait, qui préfèrent ne pas informer et puis y aller comme ça, quoi. Mais après, c'est chacun qui choisit. Et puis c'est vrai que du coup c'est complexe parce que si sur 4 enfants qui commencent à bégayer, il y en a 3 où ça s'arrête, il peut y avoir peut-être des parents qui ne prennent pas le problème à bras le corps assez tôt, pensant que ce n'est qu'un passage, et puis pour certains c'est le cas, mais pour ceux pour lesquels ça ne l'est pas, il faudrait peut-être trouver le moyen de le détecter et de faire un bilan en disant pour toi ça va être plus facile et pour toi il faut une prise en charge. Parce que vous les enfants que vous avez, que vous accueillez au début, du coup c'est que des jeunes enfants, ou vous pouvez avoir un patient qui est déjà âgé entre guillemets dans l'enfance. Alors, j'ai essentiellement, enfin, on a, je pense, des orthophonistes, je sais pas s'il y en a dans la salle qui prennent des enfants qui bégaient ou des adultes qui bégaient, mais c'est essentiellement des enfants âgés entre 2 et 5 ans, parce que c'est à ce moment-là que le bégaiement se déclenche principalement. Mais après, on peut avoir des personnes qui bégaient et qui ont été suivies ou qui n'ont jamais été suivies, mais pour lesquelles la souffrance, en fait, se retrouve plus élevée et qui viennent au cabinet alors qu'elles bégaient depuis très longtemps. Voilà. Mais c'est quand même principalement autour de 2 à 6 ans que les parents consultent. Et c'est vrai on compte vraiment sur les médecins généralistes ou sur les instituts aussi maintenant pour nous adresser tous les enfants qui bégaient justement pour éviter ce que Henri a expliqué, quoi. C'est l'école maternelle principalement. Principalement l'école maternelle, oui. Voilà. Après, il faut dire que en France, il y a une association qui s'appelle l'Association Bégaiement. Et il y a un site internet où je pense que les gens s'informent beaucoup plus, de la même façon qu'on va s'informer maintenant beaucoup plus sur un tas d'achats compulsifs ou d'autres trucs. Les gens vont se renseigner sur le bégaiement et ils se rendent compte que plus c'est pris tôt, et plus c'est bénéfique. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enfants si jeunes, je ne savais pas qu'il y en avait autant, quoi. Donc bon, je m'en félicite, quoi. Donc voilà, donc merci à la PB d'avoir fait ce site et de faire en sorte que la détection précoce se fasse. Voilà. Moi, je voudrais juste demander, du coup, plus c'est pris en charge tôt, et plus on a des chances de réduire ou d'arrêter son bégaiement. Si je vous écoute, si j'en déduis
C'est-à-dire plus on prend donc le bégaiement à sa source, j'allais dire dès le plus jeune âge, on a des chances de réduire, voire de supprimer le bégaiement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, un enfant, il apprend autant entre 0 et 4 ans que entre 4 et 20 ans. Entre 0 et 4 ans, il doit apprendre la marche, la parole, la propreté, j'en passe des meilleurs. Donc, le cerveau, enfin, tu me reprendras parce que bon. Donc, le cerveau a une plasticité, il peut apprendre, il peut désapprendre. Donc, bon, un accompagnement thérapeutique avec la famille, bien sûr, parce qu'un enfant de 2 ans ou 3 ans et demi, quand la personne est en place, ça peut se désengager très facilement. Et je trouve ça magique, moi. Mais le problème, c'est que sur cet enfant qui va être pris en charge, il y en a peut-être un qui va passer à côté parce que le généraliste aura dit c'est pas grave. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi une information vers le généraliste, vers les pédiatres, pour que systématiquement, des fois en 2-3 trucs, ça peut partir. Enfin, 2-3 consultations. 2-3 séances. On sait, en fait, aujourd'hui, on comprend, comment dire, le bégaiement, il est vu un petit peu différemment par rapport à avant. C'est-à-dire que on pense que le bégaiement, c'est donc un trouble de la parole, un trouble moteur de la parole, mais qui s'exprimerait davantage par des répétitions de sons et de syllabes, et que les blocages qu'on entend de façon très présente chez Colin, par exemple, ça serait plus vraiment du bégaiement. Ce serait plus parce que Colin, en fait, si je prends l'exemple de Colin, en fait, il s'évite de bégayer. Et quand il s'évite de bégayer, au lieu de laisser sa parole se faire avec ses répétitions de sons et de syllabes, il se met à bloquer. Donc ça aggrave le bégaiement. Et ça, on appelle ça des évitements. Ça, c'est des évitements au niveau du flux de la parole, du coup. Mais après, il y a des évitements beaucoup plus importants, comme on voit aussi dans le film. C'est-à-dire les évitements de situation, les évitements de mots. Colin, il ne parle pas. Colin, il se replie. Voilà. Et en fait, tout ça, ça se met en place très tôt dans l'enfance. Même si l'enfant ne le verbalise pas, en fait, au début, les évitements qu'il va mettre en place. Mais du coup, ce qui va être important de faire, c'est de sensibiliser l'entourage pour que l'entourage fasse comprendre à l'enfant que c'est ok de bégayer. Et plus l'enfant il se laisse bégayer, et moins il va mettre en place ses évitements. Et plus il va être dans une parole confortable et douce. Et on peut aller jusqu'à faire disparaître le bégaiement si on le prend très tôt, parce que là il y a la plasticité du cerveau qui fait qu'il y a des choses qui sont modulables encore à cet âge-là. Et du coup le rôle de l'entourage est extrêmement important, quoi. D'ailleurs on ne fait pas de prise en charge en orthophonie uniquement enfant orthophoniste. De 2 à 6 ans, je parle. Ouais. Et est-ce qu'on peut arriver maintenant à dire, est-ce que c'est un problème psychologique, est-ce que c'est dû à un grand choc, une émotivité, une sensibilité particulière de l'enfant? Est-ce qu'on peut, quelles peut être en tous les cas les causes? Il y a autant de bégaiements que d'individus. Et il y a autant d'origines qu'il y a d'individus. Sachant qu'on a tous une transmission génétique. Si on a les yeux bleus, c'est peut-être parce que notre père a les yeux bleus ou notre mère. Donc ça a été prouvé récemment. Je sais qu'il y a quelques années, quand je le disais, on me reprenait de voler. Mais bon, maintenant, ça a été prouvé génétiquement. Donc ça a été prouvé qu'il y a un facteur génétique. Est-ce qu'il va être de 1%, 2%, 10%, 30%? On ne sait pas. Après, il y a un facteur neurologique, la façon dont ça s'organise au niveau du cerveau. Après, il y a obligatoirement un facteur psychologique, parce que l'enfant est dans une famille, avec des interactions avec les parents, avec les frères et sœurs. Après, il y a aussi une interaction sociale, parce que l'école, c'est la société. Donc bon, est-ce que le génétique, c'est 5%? Est-ce que le psychologique, c'est 10%? On s'en moque. Ce qui compte, c'est que l'enfant est en souffrance et qu'il faut une prise en charge rapidement pour que ça se désengage. Voilà. Je veux compléter. Ça fait plus de 15 ans que je prends la parole en public, que je m'exprime plus sur le bégaiement. Donc je suis content de ne pas avoir oublié mes convictions. Très bien. S'il y a d'autres questions. Monsieur, si vous permettez, on va faire passer le petit en premier. Moi, je sais que Colin il ressent parce que j'ai un bégaiement. Et je connais plein de tactiques pour m'aider, pour pas que je bégaye beaucoup.
Et au fil du jour, je m'habitue avec mon bégaiement. Tu veux dire autre chose, voilà? C'est bon, j'ai fini. C'est très bien exprimé. Merci à toi, t'es très courageux. Est-ce que le bégaiement peut s'aggraver? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi il peut s'aggraver? Non. Je ne pourrais pas répondre vraiment à la question. En tout cas, pourquoi il s'aggrave, je pense que ça dépend d'énormément de facteurs. En tout cas, le facteur moquerie, par exemple, vu que tu es un adolescent, je pense que ça peut être un facteur qui fait que le bégaiement s'aggrave. Mais pas que. Ça peut être aussi le stress, ça peut être aussi des pressions qu'on se met à soi-même, des pressions extérieures. Mais évidemment, oui, le bégaiement, il peut s'aggraver comme il peut s'atténuer. Bon, la question, c'est est-ce que ça te fait souffrir ou non? Voilà, parce que la question est là, quoi. Parce que bon, on peut bégayer, être très heureux. Voilà, c'est ça surtout qui est important, quoi. Je peux te poser une question? Oui. Quel âge tu as? 11 ans. 11 ans. D'accord, t'es grand pour ton âge. Ben, écoute, à 11 ans, tout est permis. Tout est permis. T'as une prise en charge avec une orthophoniste locale ou? D'accord, ça va. C'est Magali Rousseau. D'accord. Ouais, change. Ok, ça va très bien. T'es dans de bonnes mains. Je la connais pas depuis longtemps, mais dans de bonnes mains, il n'y a pas de souci. Merci. Bon, merci pour ce très beau film et ce bon débat. Moi, j'étais bègue beaucoup. Ça m'a le plus gêné au collège, notamment pour commencer des phrases. Et je trouvais que c'était vraiment très très handicapant. Après ça, je bégaye de temps en temps parce qu'il y a un petit peu d'émotion. Et pour ma part, j'avais été voir des orthophonistes à l'école primaire. En fait, on ne me disait pas que c'était pour le bégaiement, on me disait que c'était parce que j'avais du mal à dire les cheveux. Et puis je vais arrêter. Et en fait, j'en ai pas fait assez, je pense. Alors maintenant, j'ai 50 ans. Je pense que ça va assez, même si je sens quand même que j'ai une éducation un peu particulière. Et j'ai un enfant de 4 ans qui lui, par contre, il parle très très vite, il est très très à l'aise, mais il bégaye. Mais pas forcément au début de phrase. Et donc en général, je lui dis de prendre son temps, et surtout d'inspirer, parce que j'ai remarqué que pour moi, ça avait été beaucoup un problème d'inspiration. Je voulais parler, et en fait, je n'avais pas d'air. C'est un peu comme ça que j'ai réussi à me réguler. Et voilà. Et je voulais savoir si c'était souvent un problème, peut-être on a envie de parler, on se précipite à parler, et en fait, on oublie d'inspirer. Et du coup, il n'y a pas d'oxygène. Est-ce que c'est souvent comme ça, toujours comme ça? Voilà. Merci. Faire répondre comme ça, c'est un petit peu... moi, ce que je peux te dire, c'est que moi, j'accroche des fois, tu veux, mais quand j'accroche, ça m'amuse. Mais pour toi, c'est pas une question de... Je sais pas, j'ai du mal à répondre. C'est pas une question de manque de souffle. Je vais te donner un exemple, un truc qui m'est arrivé. Moi, j'ai fait de la plongée sous-marine quand j'avais 20 ans à peu près. Mon bégaiement, il s'est désengagé de façon régulière vers 20 ans. Et le fait de respirer l'air régulièrement, enfin, de savoir la quantité d'air que j'inspire, la quantité d'air que j'expire, savoir que je vide ma bouteille, qu'au début je vidais ma bouteille plus vite que l'autre plongeur d'à côté, qu'après je vidais. C'est un truc qui m'a aidé. Donc oui, la respiration c'est importante, mais je ne sais pas quoi te dire pour répondre à ta question précisément, quoi, ce qu'on est passé. Si on en parle peut-être après, ensemble, je pourrais te dire quelque chose de plus précis, mais là pour l'instant, je ne sais pas quoi dire. Non, merci pour votre témoignage.
En fait, il y a une vitesse de parole qui permet que le bégaiement s'atténue énormément, voire qu'il disparaisse en fait. Alors après, cette vitesse de parole, elle ne serait pas naturelle et donc on ne va pas l'utiliser. Mais à l'inverse, parler très vite, ça peut vraiment augmenter le bégaiement. On n'explique pas encore très bien pourquoi. Après, il y a des phénomènes de coarticulation qui rentrent en jeu et voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau de la vitesse et c'est pas les problèmes respiratoires ou de respiration qui entraînent du bégaiement, mais par contre, rajouter des pauses quand on parle, ça rend la parole plus confortable, mais comme tout le monde. Parce que moi, si par exemple là je vous parle et que je sens que j'accroche, je vais ralentir ma vitesse et je vais faire plus de pauses et ça va mieux passer. Donc en fait, c'est un truc un peu universel quoi. Si je fais plus de pauses dans ma parole, ça va être plus fluide. Voilà, par contre, pour votre enfant, si vous sentez que ça persiste, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui est formé, d'aller plus en charge. Il trouvera des solutions un peu plus précises que ce que moi je peux vous apporter ou ce que je peux vous apporter sur une. Ça sera indispensable pour lui, je pense. Une question encore? Non? Personne? Voilà, bon, je voulais vous préciser que je profite de cette occasion pour créer une association localement. L'objectif, c'est d'avoir plus de moyens pour se développer, pour faire d'autres animations comme celle-là, par exemple, pour faire en sorte qu'il y ait plus d'orthophonistes qui soient formés à cette prise en charge. Je prends un exemple, sur Paris, il y a un diplôme universitaire qui existe depuis 20 ans. À Lyon, il a été fait en 2018, enfin je ne connais pas trop les dates, il y en a un qui a été fait à Tours, à Marseille pas encore, donc pourquoi pas. Après, en étant une association locale, un de mes objectifs, c'est de mettre des activités type activité théâtre ou activité sketch pour que les ados qui bégayent puissent, je ne vais pas faire du théâtre comme ça, mais puissent être intégrés dans un théâtre, quoi, enfin, pour trouver des solutions avec les familles, avec les thérapeutes. Donc bon, à la sortie, vous avez un petit document de soutien. Donc c'est un soutien, soit un soutien moral, soit un soutien organisationnel. Donc je pense au CIAS qui m'a apporté un soutien organisationnel pour ce truc. Ou alors, si quelqu'un veut s'impliquer dans le bureau d'une façon plus précise, je reprendrai contact avec tous ces gens-là. Et d'une pour les informer, pour les tenir informés, pour leur faire un petit compte rendu de ce qu'on a fait ce soir, un petit retour d'expérience. Et puis si les personnes veulent s'impliquer davantage, je serai à leur écoute et puis on tâchera de former un bureau et puis de commencer à se développer pour voilà, sachant que je fais partie actuellement de l'association Parole et Bégaiement. C'est pas une autre association parallèle, c'est simplement une autonomie locale pour être plus à l'écoute de ces enfants qui sont en souffrance, de ces ados, et aussi de ces adultes. On en parle pas assez, mais les adultes aussi sont en souffrance, et souvent ils sont obligés d'avoir recours à des statuts Coterep, c'est plus comme ça qu'on dit maintenant, mais bon. RQTH. Voilà. RQTH. Reconnaissance de travailleurs en situation de handicap. Voilà. Donc n'hésitez pas en partant à remplir ce petit document. Et j'ai prévu un petit apéro pour vous, donc n'hésitez pas à aller boire un coup. Il y a de l'orangina, du coca, je sais que c'est pas très fun, mais bon, voilà. Et puis il y a quelques affiches, dont un slam que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, un texte que j'ai écrit il y a 20 ans, voilà, parce que ça fait 20 ans que j'ai arrêté d'être actif au niveau de l'association Parole et Bégaiement, et voilà, et je me réinvestis dans cette cause qui me tient à cœur. Voilà, merci. Je veux dire merci à Henri, parce que c'est vraiment lui qui a orchestré toute la soirée.